Simone Signoret, une actrice française légendaire, a captivé les publics par son talent inégalé et ses performances inoubliables. Renommée pour ses rôles dans des films classiques, elle est devenue un symbole de force et de résilience dans le monde cinématographique. Elle était une reine, dirait l'écrivaine Marguerite Duras à son sujet. Pourtant, derrière son extérieur lumineux se cachait une vie marquée par des luttes personnelles et des pertes profondes, menant à un récit tragique qui a façonné son héritage. Si vous trouvez cette histoire captivante, merci d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour plus d'explorations approfondies de figures emblématiques des arts. Plongeons dans la vie et la mort tragique de Simone Signoret et n'oubliez pas de nous soutenir en donnant un pouce en l'air à cette vidéo et en vous abonnant à notre chaîne pour ne rien manquer de notre nouveau contenu fascinant à l'avenir. Année turbulente. Simone Signoret est née le 25 mars 1921 à Wiesbaden, en Allemagne, juste 2 ans et demi après la fin de la Première Guerre mondiale, portant le nom d'Henriette Charlotte Simone Kaminker. En tant qu'aînée des filles d'André Kaminker, un Français d'origine juive polonaise, et de Georgette Signoret, sa jeunesse était imprégnée d'une riche tapisserie de patrimoine culturel et du poids des événements historiques. André, fonctionnaire, avocat et plus tard traducteur et interprète de conférences de renom, travaillait en étroite collaboration avec les troupes d'occupation françaises dans la Rhénanie. Georgette, originaire d'une famille d'artistes à Marseille, apportait un esprit créatif à leur foyer, son père étant peintre. Les années formatrices de Simone furent façonnées par le tumulte des expériences de sa famille durant la période entre les deux guerres. Les Kaminker déménagèrent à Paris en 1923, cherchant la promesse d'un avenir meilleur, mais confrontés plutôt aux ombres grandissantes de l'instabilité et du conflit imminent. L'héritage juif de la famille ajoutait des couches de complexité à leur vie, alors que l'antisémitisme croissant imprégnait l'Europe. La carrière d'André dans le journalisme reflétait le paysage politique en mutation, et il utilisait souvent sa plateforme pour critiquer les régimes oppressifs émergents sur le continent. Alors que Simone grandissait, elle fut témoin des conséquences directes de l'activisme politique de son père. En 1934, il marqua les esprits en fournissant une traduction simultanée pour la radio française lors d'un discours d'Adolf Hitler à Nuremberg. Cet événement, ainsi que les discussions familiales autour de la table, influencèrent profondément la compréhension du monde par Simone, nourrissant sa pensée critique et sa conscience politique. Malgré la menace apparemment constante de violence et de discrimination pesant sur eux, le foyer Kaminker demeurait intellectuellement vibrant et engagé. Le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale apporta un bouleversement profond dans la vie de Simone. Alors que les tensions s'intensifiaient, elle et sa mère, Georgette, accompagnée de ses 2 frères cadets, cherchèrent refuge en Bretagne, espérant échapper aux dangers croissants du régime nazi. Ce déménagement ne fut pas seulement un changement géographique, mais un bouleversement profond de leur vie. En Bretagne, de 1939 à 1940, Simone fréquenta un lycée à Vannes. C'est ici qu'elle eut la chance d'étudier sous Lucie Aubrac, une figure notable de la résistance française. Les enseignements d'Aubrac inculquèrent à Simone un sens de la résilience et de l'importance de s'opposer à la tyrannie. Pendant son séjour en Bretagne, Simone luttait contre la peur constante de la perte et les réalités de la guerre. Le déplacement provoqué par la guerre laissait de nombreuses familles, y compris la sienne, déchirées entre le désir de leurs racines et la nécessité de survivre. Le fardeau psychologique de passer d'un endroit à l'autre, associé à l'incertitude que chaque jour apportait, pesait lourdement sur ses jeunes épaules. Malgré cela, son éducation demeurait une source d'espoir. Elle développa un amour pour la littérature et les arts qui s'épanouirait plus tard en une carrière réussie dans le cinéma. Durant cette période, Simone forma également une amitié étroite avec Corinne Lucher, une camarade de classe dont la décision de quitter l'école pour une carrière cinématographique illustrerait les chemins divergents disponibles pour les femmes de leur génération.
Cette amitié se révélerait significative alors que les deux jeunes femmes naviguaient dans les complexités de leurs identités et aspirations dans un monde en rapide mutation. Le contraste entre leurs expériences, l'accent académique de Simone et le saut de Corinne dans l'industrie du divertissement, illustrait les réponses variées au chaos qui les entourait. À mesure que la guerre s'intensifiait, la famille Kaminker faisait face aux dures réalités de la vie sous occupation. Ils devaient naviguer entre les dangers posés par l'ennemi et les collaborateurs, qui se retournaient souvent contre leurs propres voisins. Le poids émotionnel de témoigner de la souffrance de ceux qui l'entouraient inculquait à Simone une profonde empathie, façonnant son caractère et influençant ses futurs rôles en tant qu'actrice. Elle prenait conscience des luttes rencontrées par les femmes, les marginalisées et les opprimées, posant les bases de son travail ultérieur qui mettrait en lumière ces thèmes. Avec la fin de la guerre et la libération de la France, la famille Kaminker émergea des ombres du conflit, mais pas sans cicatrices. Les expériences de déplacement, de peur et de perte laissèrent une marque indélébile sur Simone, informant ses efforts artistiques et sa philosophie personnelle. Elle deviendrait l'une des actrices les plus célébrées de France, utilisant sa plateforme pour plaider en faveur de la justice sociale et raconter les histoires de ceux qui avaient été réduits au silence. À travers son enfance tumultueuse, marquée par des mouvements constants, l'ombre de la guerre et son héritage juif, Simone Signoret émergea non seulement comme un produit de son environnement, mais aussi comme une voix résiliente pour ceux qui faisaient face à des luttes similaires. Sa vie encapsulait les complexités de l'identité, du déplacement et de la résilience, servant de rappel poignant de l'esprit humain durable face à l'adversité. Accéder à la célébrité. De retour à Paris, Simone Kaminker faisait face aux dures réalités de la vie en temps de guerre, alors qu'elle travaillait pour subvenir aux besoins de sa mère. En septembre 1940, elle décrocha un emploi comme assistante du secrétaire personnel de Jean Lucher, le père de son amie Corinne Lucher, qui était un fervent partisan de la collaboration et le directeur du journal Les Nouveaux Temps. Cependant, au printemps 1941, Simone quitta Les Nouveaux Temps, déterminée à poursuivre son rêve de faire des films. En raison de son statut de demi-juive et de l'absence d'une carte Coïs délivrée par la Propaganda Staffel, elle comptait sur le soutien de Corinne Lucher pour trouver du travail en tant que figurante dans divers films. Elle commença sa carrière d'actrice dans des productions telles que Prince charmant et Boléro de Jean Boyer, Les visiteurs du soir de Marcel Carné et Adieu Léonard de Pierre Prévert. Pendant cette période, elle adopta un nom de scène, modifiant son prénom en retirant un N et remplaçant son nom patronymique par celui de sa mère, Signoret. La carrière d'actrice de Simone décolla officiellement en 1946 avec sa performance dans Macadam, qui lui valut le prix de la révélation Suzanne Bianchetti en 1946-1947. Le réalisateur Marc Allégret reconnut son talent et lui offrit des rôles significatifs, dont Dédé d'Anvers en 1948 et Manège en 1950. Son ascension vers la célébrité se poursuivit sous la direction de divers réalisateurs acclamés, notamment dans Casque d'or de Jacques Becker en 552, Thérèse Raquin de Marcel Carné en 1953 et Les Diaboliques d'Henri-Georges Clouzot en 1955. En 1954, Simone et son partenaire Yves Montand achetèrent une propriété à Auteuil-Autouillet, en Normandie. Cette résidence devint rapidement un lieu de rencontre artistique et intellectuelle, fréquenté par des personnalités éminentes telles que Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Serge Reggiani, Pierre Brasseur, Louise Buñuel et Georges Samprun. Le couple adopta des idéaux de gauche et fut finalement classé comme des voyageurs de passage du Parti communiste. Cette même année, ils collaborèrent à la version française des Sorcières de Salem d'Arthur Miller, réalisée par Raymond Rouleau, qui fut adaptée pour le grand écran 3 ans plus tard sous le titre Les Sorcières de Salem.
Cette œuvre servit de critique poignante du macartisme. En 1956, ils furent à l'affiche d'un court-métrage de Yannick Bellon intitulé « Un matin comme les autres », qui abordait la question des logements insalubres dans les banlieues. L'année suivante, Simone accompagna Montand lors d'une tournée réussie dans les pays du bloc de l'Est. Cependant, ils revinrent désillusionnés par les réalités du vrai socialisme, les poussant à prendre du recul par rapport au parti tout en maintenant leurs convictions politiques. Le 4 avril 1960, Simone Signoret reçut l'Oscar de la meilleure actrice pour sa performance dans Les Chemins de la Haute-Ville, devenant ainsi la première actrice française à recevoir cet honneur prestigieux. Tout au long des années 1970, elle continua à jouer dans une variété de rôles, souvent avec des thèmes politiques, y compris sa performance dans L'aveu de Costa Gavras en 1970, où Montand tenait également le rôle principal. Parmi les autres films notables de cette époque figurent L'Armée des ombres de Jean-Pierre Melville en 1969, Le chat et la veuve Couderc, tous deux réalisés par Pierre Granier-Defer en 1971, et Les Granges brûlées de Jean Chapeau en 1973. Elle collabora également avec une nouvelle génération de réalisateurs, notamment Patrice Chéreau dans La chair de l'orchidée en 1975 et Judith Terpauve en 1978, ainsi qu'Alain Corneau dans Police Python 357 en 1976, qui mettait également en vedette Montand dans le rôle principal. En 1978, sa performance en tant que Madame Rosa dans La vie devant soi lui valut le César de la meilleure actrice et le film remporta l'Oscar du meilleur film étranger. Cette année-là, elle apparut également dans la série télévisée Madame le juge. Dans ces dernières années, les apparitions de Simone devinrent plus rares. Parmi ses derniers projets, on trouve L'Étoile du Nord, réalisé par Pierre Granier-Defer en 1982, et deux téléfilms réalisés par Marcel Blual, Thérèse Humbert en 1983 et Music Hall en 1985. Une de ses dernières apparitions notables eut lieu quelques mois avant sa mort, lors d'une interview dans l'émission 7 sur 7, où elle demanda à la journaliste Anne Sinclair de présenter le logo de SOS Racisme, qui comprenait le slogan « Touche pas à mon pote ». Le traumatisme vécu avant la naissance de sa fille. Avant de croiser le chemin du charmant Yves Montand, Simone Signoret était en couple avec le réalisateur Yves Allégret. De cette relation est née une fille, Catherine, le 16 avril 1946. Alors que la naissance d'un enfant est souvent synonyme de joie et de bonheur, l'expérience de Simone était teintée d'une profonde tristesse, car elle avait perdu un autre bébé quelques mois plus tôt. Dans son livre « Je vous ai tant aimé », Montand et Signoret, un couple dans l'histoire, publié par les éditions du Rocher en 2021, Benjamin Castaldi, le petit-fils de Simone Signoret, partage une anecdote déchirante concernant cette tragédie. Il raconte qu'avant de donner naissance à Catherine, Simone avait accouché d'un petit garçon qui, tragiquement, est mort peu après sa naissance dans des circonstances terribles. « Cet enfant est mort de froid quelque temps après sa naissance », écrivit-il. Le traumatisme de la perte de son fils fut aggravé par un incident insensible impliquant une religieuse qui entra dans la chambre d'hôpital de Simone pour lui offrir des paroles d'assurance creuse, disant « Ne vous inquiétez pas, nous avons eu le temps de le baptiser ». Ce commentaire a suscité la colère de Simone, comme le décrit Castaldi, mettant en lumière ses sentiments anticléricaux profondément enracinés. Une phrase qu'elle ne pouvait pas supporter. Son côté anticlérical vient de là, expliqua-t-il. Cette tragédie a laissé une empreinte indélébile sur sa vie, façonnant son paysage émotionnel et influençant sa vision du monde. La perte de son fils n'était pas simplement une perte personnelle. Elle est devenue une source de douleur persistante et de ressentiment envers l'Église institutionnelle qu'elle estimait l'avoir abandonnée au moment où elle en avait le plus besoin.
Le chagrin de Simone face à la mort de son fils a perduré tout au long de sa vie, affectant ses relations et ses activités artistiques. La profonde tristesse qu'elle portait a façonné ses performances, infusant son travail d'une authenticité et d'une profondeur qui résonnaient avec le public. Cela a également contribué à son indépendance farouche et à sa détermination à tracer son propre chemin dans un monde qui semblait souvent indifférent aux luttes des femmes, en particulier celles qui faisaient face à la perte et à la douleur. Alors qu'elle avançait dans sa vie et sa carrière, les cicatrices de cette tragédie précoce restaient avec elle, un courant sous-jacent silencieux mais puissant de son identité. Sa relation avec Yves Montand apportait de nouveaux défis et joies, mais les ombres de son passé, marquées par la douloureuse perte de son fils, feraient toujours partie de son récit. À bien des égards, cela alimentait sa passion, son engagement envers son art et sa résolution inébranlable à vivre pleinement, même face à un chagrin profond. Simone Signoret a été trompée par Yves Montand avec Marilyn Monroe. Comme c'est souvent le cas dans de nombreuses histoires d'amour légendaires, la romance entre Simone Signoret et Yves Montand a commencé par un coup de foudre. Pour comprendre les origines de ce couple unique, il faut remonter à l'été 1949, sous le soleil radieux de Saint-Paul-de-Vence, une ville des Alpes-Maritimes prisée des artistes. Des figures renommées comme Marc Chagall et Henri Matisse en avaient de fait leur domicile, et c'est là que Simone Signoret, née le 25 mars, a croisé le chemin d'Yves Montand, qui faisait la tournée de la Côte d'Azur. Leur rencontre décisive a eu lieu à l'hôtel-restaurant La Colombe d'Or, un lieu incontournable du village où l'écrivain Jacques Prévert, habitué du bar, a joué les entremetteurs. Cette rencontre a marqué un choc culturel entre la bourgeoisie parisienne et le séduisant Marseillais. Yves Montand, habile dans l'art de charmer, a immédiatement été captivé par l'actrice à la voix profonde. Cependant, à l'époque, Simone était déjà engagée, mariée au réalisateur Yves Allégret, qui était resté à Paris. Leur fille, Catherine, accompagnait Simone durant ses vacances d'été. Dans les jours qui ont suivi leur rencontre, Simone a ressenti le besoin de voir Montand sur scène. En 4 jours, quelque chose d'éblouissant, d'indiscret et d'irréversible s'est produit, a-t-elle confié plus tard, préparant le terrain pour une passionnante histoire d'amour qui allait durer 3 décennies. Séduite par le beau brun d'origine italienne, Simone a pris une décision radicale. Elle a choisi de tout quitter pour lui, son mariage et son foyer. Bien que son divorce d'Yves Allégret ait été long, Simone s'est consacrée entièrement à sa nouvelle romance. Elle a même tenté d'avoir un autre enfant, mais a subi 2 fausses couches, renonçant finalement à l'idée de redevenir mère. Le couple s'est installé sur la place Dauphine à Paris, créant un foyer confortable qu'ils ont affectueusement surnommé « La Roulotte », où de nombreux amis de gauche se retrouvaient pour célébrer et discuter du monde, comme le note un article de La Croix en 2021. Leur mode de vie bohème a continué dans leur maison d'Auteuil-au-Touillet, en Normandie. 2 ans après leur première rencontre, Simone et Yves sont retournés à Saint-Paul-de-Vence pour officialiser leur amour. Ils se sont mariés le 22 décembre 1951 en présence de Jacques Prévert, l'homme qui les avait réunis. Après leur union, ils ont maintenu un lien spécial avec la ville où leur relation avait fleuri, y revenant plusieurs fois par an pour profiter du soleil. Dans les années 1980, Montand a acheté une petite maison là-bas, au pied des remparts du village, comme l'a rapporté France Télévisions. Malgré leurs origines apparemment différentes, Simone Signoret et Yves Montand étaient des artistes engagés, utilisant leur notoriété pour défendre des causes qui leur tenaient à cœur. Ensemble, ils se sont opposés aux armes nucléaires, au macartisme et pour l'indépendance de l'Algérie, les réfugiés chiliens, et SOS Racisme, tout en dénonçant les horreurs du bloc soviétique. L'activisme de Simone s'étendait à son choix de rôle, apparaissant notamment aux côtés de Montand dans L'aveu de Costa Gavras en 1970. Au fil des ans, Simone semblait vivre uniquement pour sa relation intense avec Montand. Elle assistait à tous ses concerts, souvent au détriment de sa propre carrière d'actrice.
Une vie de couple se construit sur des bases solides, et c'est une loi de la nature. L'homme domine, la femme se soumet, a-t-elle remarqué dans une déclaration qui a provoqué l'indignation féministe, comme l'a rapporté La Croix en 2021. Je n'ai jamais été autre chose que sa groupie, et j'en suis très fier. C'était un mode de vie qu'elle a embrassé, bien que cela ait eu des conséquences. Bien qu'elle ait vécu un amour inconditionnel, cela s'est fait au détriment de sa carrière et de son rôle de mère. Sa fille, Catherine, avait du mal à trouver sa place parmi de telles personnalités fortes. Ma mère était proche de tous les désespérés du monde, mais elle ne voyait pas toujours ma détresse, là, juste à côté d'elle, a partagé Catherine Allégret en 2013. Quand j'avais 12 ans, j'ai découvert que mon père était mort, a partagé Catherine Allégret en 2013. J'ai essayé de comprendre ce qui s'était passé, mais je n'ai jamais pu trouver les réponses que je cherchais, a partagé Catherine Allégret en 2013. J'ai essayé de me concentrer sur mon travail et sur ma famille, mais je n'ai jamais pu oublier ce qui s'était passé, a partagé Catherine Allégret en 2013. J'ai essayé de trouver un sens à ce qui s'était passé, mais je n'ai jamais pu trouver les réponses que je cherchais, a partagé Catherine Allégret en 2013. J'ai essayé de me concentrer sur mon travail et sur ma famille, mais je n'ai jamais pu oublier ce qui s'était passé, a partagé Catherine Allégret en 2013. J'ai essayé de trouver un sens à ce qui s'était passé, mais je n'ai jamais pu trouver les réponses que je cherchais, a partagé Catherine Allégret en 2013. J'ai essayé de me concentrer sur mon travail et sur ma famille, mais je n'ai jamais pu oublier ce qui s'était passé, a partagé Catherine Allégret en 2013. J'ai essayé un grand moment de solitude. J'allais enfouir mon nez dans son manteau de loutre pour respirer son parfum, se souvenait-elle, ayant été séparée de son père à un jeune âge. Simone Signoret était une figure frappante, fumant et buvant ouvertement en public, mais elle était restée fidèlement dévouée à Montand, malgré ses nombreuses aventures. L'une de ces escapades a attiré l'attention du public lorsque, à l'hiver 1960, Montand a été photographié avec Marilyn Monroe. Dans une lettre poignante lue sur France Inter en 2015, la journaliste Rebecca Manzoni a raconté ce moment, rappelant comment Simone observait la scène avec un sourire amusé, même si cela était indéniablement douloureux. Cette année-là, Simone était au sommet de sa gloire, ayant récemment remporté l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans Les Chemins de la Haute Ville, et elle se préparait à se rendre en Italie. En même temps, Arthur Miller, le mari de Marilyn Monroe, était également à l'étranger. Bien que Simone soit follement amoureuse, elle n'était pas naïve. Elle savait que Montand et Monroe se rapprochaient pendant le tournage de Le Milliardaire. Pourtant, elle a pardonné les écarts de son mari, croyant que de telles situations pouvaient se produire dans leurs circonstances uniques. Je ne peux pas me permettre de juger ce qui aurait pu se passer entre un homme, mon mari, et une femme, ma copine, qui ont travaillé ensemble, vécu sous le même toit, et donc partagé leur solitude, leurs angoisses et leurs souvenirs d'enfants pauvres, confia-t-elle, convaincue que ces choses arrivent partout. Pour sa part, Yves Montand insista sur le fait qu'il ne pouvait pas imaginer sa vie sans Simone, déclarant « C'est très simple, je ne peux pas vivre sans Simone, c'est une femme exceptionnelle », comme l'a rapporté Paris Match. Malgré les défis, le couple est resté résilient, ayant affronté de nombreuses tempêtes ensemble. Cependant, alors que Simone tentait de maintenir une façade courageuse, elle était profondément affectée par la trahison de Montand. La fréquence croissante des crises dans leur relation l'a amenée à fumer cigarette après cigarette et à chercher refuge dans l'alcool. L'écriture est devenue un réconfort pour elle, et alors qu'elle y consacrait de plus en plus de temps, elle a trouvé un certain apaisement. À partir du moment où elle découvre à quel point elle a été trahie et trahie publiquement, Simone Signoret continue sa vie dans une forme de déclin. A noter Gérard Miller dans le documentaire Signoret et Montand, Monroe et Miller. 2 couples à Hollywood sur Europe 1 en 2020. Après l'affaire de Montand avec Monroe, elle a commencé à faire le deuil de sa féminité.
une perte qu'elle a ressentie intensément. Même en essayant de comprendre les complexités de la situation, Simone n'a exprimé aucune haine envers Monroe. Je ne peux pas me permettre de juger ce qui aurait pu se passer entre un homme, mon mari, et une femme, ma copine, qui ont travaillé ensemble, a-t-elle réitéré, démontrant son engagement à maintenir sa dignité au milieu de la tourmente. Dans un moment de réflexion, elle admettra plus tard, « Une partie de ma grand-mère est morte à cause de cette affaire. C'est ce qui a commencé son déclin physique. Elle était profondément attristée », a révélé son petit-fils, Benjamin Castaldi, dans une interview en 2021 avec Gala. Il a noté que les photos de Montand et Monroe soulignaient brutalement son impuissance, alors qu'elle les observait ensemble, le cœur lourd de tristesse. Malgré la douleur, leur lien semblait perdurer. Ils se disputaient tout le temps, mais, étrangement, n'étaient jamais en colère, se souvenait leur ami Georges Craven. En juin 2021, Benjamin Castaldi a réfléchi à l'affaire dans la pièce Bungalow 21, soulignant la résilience remarquable de Simone. « Connaissez-vous beaucoup d'hommes qui n'auraient pas cédé à Marilyn ?» a-t-il cité. Bien qu'elle ait maintenu une façade de force, la réalité quotidienne de son chagrin était bien plus difficile à gérer. Des années de santé défaillante et un départ douloureux. Simone Signoret est décédée le 30 septembre 1985, à l'âge de 64 ans, après une longue lutte contre la maladie. Elle a été inhumée au cimetière du Père-Lachaise et son mari Yves Montand l'a rejointe 6 ans plus tard, en novembre 1991. Cette réflexion poignante plonge dans les derniers jours de la vie de l'actrice, marquée à la fois par l'excès et la souffrance. Le 30 septembre est un jour de deuil pour la famille de Simone Signoret, car l'actrice célébrée a laissé une empreinte indélébile dans l'industrie cinématographique. Célèbre pour son rôle dans La Veuve Couderc de Pierre Granier de Fer aux côtés d'Alain Delon, elle était l'une des célébrités françaises les plus récompensées. Après un long combat contre le cancer du pancréas, elle a succombé à la maladie à son domicile d'Auteuil-Autouillet, en Normandie. Une opération qu'elle a subie juste un mois avant sa mort s'est finalement révélée infructueuse. Tout au long de sa vie, Signoret a lutté avec une santé fragile. En 1981, elle a subi une intervention chirurgicale à la vésicule biliaire en raison d'une consommation excessive d'alcool. Après cette opération, elle a progressivement perdu la vue. Malgré ses nombreux défis, sa passion pour le théâtre n'a jamais faibli. Remarquablement, juste 3 mois avant son décès, elle a participé au tournage d'un téléfilm intitulé Music Hall, dans lequel elle interprétait une directrice de théâtre. La vie tumultueuse de Signoret a inclus de nombreux revers, dont a parlé candidement son amie Lynn Renaud lors d'une interview en mars 2019 avec Paris Match. Renaud a noté « Je fais la fête de temps en temps, mais je ne commence pas à boire de l'alcool au réveil, comme Simone Signoret qui, dès 10 heures du matin, trempait ses croissants dans du pastis à la Colombe d'Or. » Dans les dernières années de sa vie, les luttes de Signoret contre l'addiction sont devenues bien connues, et son mari, Yves Montand, a ouvertement abordé son alcoolisme à plusieurs reprises. En réfléchissant à la vie remarquable mais tragique de Simone Signoret, il est clair que son héritage transcende ses luttes. De ses performances puissantes qui ont captivé des audiences à travers le monde à son esprit audacieux face à l'adversité, Signoret reste une figure emblématique de l'histoire du cinéma. Son parcours sert de rappel poignant des complexités de la célébrité et des batailles personnelles qui se cachent souvent sous la surface. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Quel est votre film préféré de Simone Signoret? Et comment pensez-vous que ces expériences de vie ont façonné ses performances? Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner pour découvrir d'autres histoires fascinantes sur des figures légendaires du cinéma et leur vie remarquable. Merci de votre attention.